avant de passer au plus contemporain de cette histoire, essayons d'élargir sur l'Europe. Il y a de grands débats sur le sort des tziganes en Europe. Disons que les études qui ont été faites jusqu'à présent, mais il faudrait vraiment les approfondir, on n'en est pas encore à une maîtrise équivalente à ce que l'on a pour le sort des Juifs d'Europe. On ne sait pas d'ailleurs, on n'a pas d'estimation vraiment sérieuse sur le nombre de tziganes en Europe à la fin des années 30, donc c'est toujours difficile de faire des ratios. En revanche, on a des chiffres plus précis sur leur déportation, sur le sort qui leur est advenu. On peut considérer qu'il y a une politique systématique de concentration, et finalement dans des conditions dramatiques, qui vont aboutir à une mort de masse des tziganes du Reich et de Bohême-Moravie, donc du Grand Reich, si vous voulez. Là, il y a une politique systématique de déportation aboutissant à un massacre de masse. Ça, c'est clair. Au-delà, on a vu ce qu'il en était dans l'Ouest occupé. À l'Est occupé, on a des initiatives qui sont très souvent des initiatives locales liées aux autorités locales, aux autorités politiques locales. Je pense à ce qui a pu se passer en Roumanie ou en Croatie, mais on n'est pas dans le cadre d'une politique systématique mise en œuvre par les Allemands au-delà du Grand Reich. Et si on parle en termes de chiffres, je dirais qu'actuellement, si on essaye de parler de politique, et que ce soit clair, de politique systématique de concentration aboutissant à la mise à mort, un massacre de masse des tziganes à l'initiative des Allemands, dans le cadre de ce qu'on pourrait assimiler à une forme de solution finale des tziganes d'Europe, on doit avoir sans doute entre 80 et 90 000 tziganes qui sont morts dans le cadre de cette politique-là. Donc, si on fait un bilan chiffré, on doit avoir entre 80 et 90 000 tziganes qui sont morts dans le cadre du massacre de masse des tziganes, et singulièrement des tziganes du Grand Reich. Après, on a eu certainement des milliers, voire des dizaines de milliers de tziganes qui sont morts, mais là, soit de la volonté d'un certain nombre de régimes. Je pense à la Roumanie, je pense à la Croatie. Enfin, il y a toute une série de régimes qui ont mené des politiques, qui étaient leurs propres politiques vis-à-vis des tziganes et qui ont abouti à des phénomènes à la fois de concentration et puis de mort pour un certain nombre. Mais on n'est pas dans le même cadre, voilà, on n'est pas dans le même registre. De même, on a eu sans doute voilà, des tziganes qui sont morts sur le front de l'Est, dans le contexte de l'avancée des troupes allemandes, des Einsatzgruppen vers l'Est, après juin 1941 et l'attaque contre l'Union soviétique. Mais ils n'étaient pas ciblés en tant que tels. C'est-à-dire qu'on a eu des massacres de masse des communistes ou de ce qu'on appelait les commissaires politiques et des juifs à l'Est, avec l'image du judéo-bolchevique qui était la figure centrale du dispositif idéologique dans l'horreur absolue de ces massacres de l'Est, bien mis en évidence par Patrick Desbois. Mais les tziganes n'étaient pas ciblés en tant que tels. Sûrement qu'ils sont morts dans ce contexte-là, mais pas en tant que tels. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il y a de terrible, c'est que d'une certaine façon, on n'en a pas tiré les leçons après, quoi. Voilà. On est à la Libération, en France par exemple, et comme la guerre continue, ben on va appliquer la loi d'avril 1940 sur l'assignation à résidence. Sauf que, pour prendre une anecdote, là je vois dans les archives que j'ai pu consulter, il y avait une interrogation du directeur d'un camp dans l'Yonne.
et qui dit à son préfet, oui, mais qu'est-ce que je fais? J'ai des tziganes là, qui sont internés, quand même. C'était une décision allemande, la France se libère, qu'est-ce qu'on fait, quoi, les nouvelles autorités. Alors le préfet interroge le ministre de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur renvoie une consigne extraordinaire. Miracle d'administration française, cet art de la dialectique. Il répond, oui, je comprends bien, mais en fait on applique la loi d'avril 40, donc vous répondez qu'on les assigne à résidence dans un camp. Vous vous rendez compte, on les assigne à résidence dans un camp. Voilà, alors ils seront évidemment dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions qu'ils ont vécues pendant la guerre, mais enfin, c'est quand même très symptomatique. Et de fait, le carnet anthropométrique dont on a parlé, hein, qui date donc de 1912, ce carnet anthropométrique va rester jusque dans les années 70. Et le tournant à la matière, et là aussi c'est intéressant à relever, et ça va nous permettre de faire le pont jusqu'à aujourd'hui. Le carnet anthropométrique va être supprimé à l'initiative de Christian Fouché, qui lance le débat en mars 1968. On ne peut pas dire que Christian Fouché soit quand même le symbole de l'ultra-gauche militante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce ministre de Gaulle va lancer une révision de la loi au nom de la volonté d'intégration, en disant que tel qu'il existe, le carnet anthropométrique est un facteur de discrimination et finalement de blocage dans le processus d'intégration. Et ça va être voté ensuite par le Parlement et on va abandonner bientôt le carnet anthropométrique. Et c'est très intéressant à noter parce qu'on est dans un contexte de situation économique beaucoup plus, assez faste. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des boucs émissaires dans des populations habituellement ciblées. Et évidemment, la situation va changer depuis quelques années, et singulièrement dans la dernière année. On a là une forme d'instrumentalisation par le politique qui est récurrente au cours de l'histoire, mais qui quand même qui ne permettent d'être comprises que si on se réfère à l'histoire. C'est-à-dire que cette recherche de boucs émissaires, cette stigmatisation de populations particulières, on l'a retrouvée dans les années 30, on l'a retrouvée y compris pendant la guerre, on l'a retrouvée avant la Première Guerre mondiale, au travers de ces populations nomades. Alors là, en plus, on est confronté à un problème, c'est que ces Roms viennent de pays européens et que donc toutes les politiques qui sont promulguées, politiques d'exclusion, sont d'une efficacité plus que limitée. Mais ça doit nous interroger. Alors, je sais qu'on s'est interrogé sur la façon dont, à l'inverse, on a instrumentalisé l'histoire pour dire, voilà, ce que Sarkozy fait actuellement avec les Roms, c'est la même chose que ce que faisaient les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors d'abord, on n'a pas vraiment dit ça. Alors, oui, certains journaux ont pu le dire, mais on a quand même dit autre chose. On a dit, on n'a pas stigmatisé à ce point ces populations depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'est pas la même chose. Bon. Et ce qui est une réalité. C'est-à-dire que, de fait, dans la politique française, on n'a pas stigmatisé cette population tzigane comme on le fait aujourd'hui depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est malheureusement incontestable pour aujourd'hui ou heureusement incontestable pour la période qui sépare la libération d'aujourd'hui. Bon. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut comparer la politique qui vise les tziganes aujourd'hui ou les Roms à la politique, parce que c'est là aussi il y a une ambiguïté dans les terminologies, mais pour la population c'est clair, si je puis dire. Est-ce qu'on peut la comparer à la politique visant les tziganes pendant la guerre
ou à la politique visant les Juifs pendant la guerre, non, bien sûr, il ne s'agit pas de tout mélanger, et tout simplement parce que si on mélange tout, on se prive d'outils d'analyse pour comprendre le réel. Mais en même temps, quand j'entends que la première réaction du CRIF, par exemple, c'est non pas de dénoncer une politique de discrimination ciblée sur une population, mais de dire attention, il ne faut pas tout confondre, attention, ce n'est pas la même chose, les tziganes et les juifs, attention, je veux dire, là on marche sur la tête. C'est pas possible qu'au nom de finalement de fidélité politique, on passe sur nos principes fondamentaux. Je vais prendre un exemple qui sera, je pense, assez percutant, parce que on est dans le même registre. Quand on discute d'une forme de solidarité traditionnelle, historique entre les protestants et les juifs, c'est évidemment ancré dans l'histoire. C'est-à-dire que si les protestants ont particulièrement se sont mobilisés pendant la guerre pour la défense des juifs et pour le sauvetage des juifs en France, c'est parce qu'eux-mêmes avaient subi aussi dans leur histoire les persécutions ciblées contre cette population. Mais personne, et les Juifs les premiers, et nous les premiers, on dit ce qu'ont subi les protestants pendant les guerres de religion, c'est la même chose que ce qu'ont subi les Juifs. Mais en revanche, la première chose qu'on dit, c'est pas « oh attention, c'est différent ». La première chose qu'on dit, c'est « oui, là, il y a une vraie solidarité à afficher, c'est la solidarité des persécutés ».